Drachinifel. Le développement des torpilles est un sujet assez intéressant à examiner, même si relativement peu de choses ont été écrites à ce sujet. Il y a beaucoup d'impasses et un certain nombre d'inventions folles, ainsi que d'autres idées qui semblent plutôt bonnes en principe, mais qui, pour diverses raisons, ne fonctionnent pas en pratique. J'ai déjà traité du développement de la torpille, en me concentrant surtout sur l'évolution principale de cette technologie, des débuts jusqu'à la torpille Whitehead. Puis, bien sûr, en évoquant la Long Lance, la Mark 14 et d'autres torpilles de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons remonter au 19e siècle, plus précisément jusqu'à la fin des années 1880, pour examiner d'un peu plus près certaines des torpilles et technologies de torpilles qui se sont révélées être des impasses pour diverses raisons. Donc, chaque torpille aura une brève description, mais il y en aura pas mal. Nous allons d'abord examiner la torpille Warsop et Breton, la plupart des torpilles étant ainsi nommées d'après leurs inventeurs. Cela remonte, assez étonnamment, à 1862, ce qui est plutôt tôt pour une torpille autopropulsée. Et on sait très peu de choses sur cette arme. Cela est dû au fait que les inventeurs n'ont en réalité déposé aucun brevet ni aucun dessin. Donc tout ce qu'il nous reste, c'est une série de lettres dans le magazine The Engineer, ainsi qu'un rapport du HMS Excellent, l'école d'artillerie de la Royal Navy, qui attestait ladite arme en 1862. En rassemblant ces détails, il semble que la torpille se composait d'une charge explosive et d'un moteur à air comprimé qui était suspendu à un flotteur. Des fils attachés au flotteur permettaient de diriger l'engin, la profondeur étant déterminée par la longueur du câble suspendu au flotteur. La propulsion elle-même était censée être assurée par une pression d'air stockée à 600 psi, actionnant ce qui était décrit, de façon peu claire, comme une roue à aube horizontale à pale orientable. Cependant, la façon dont cela était censé fonctionner reste en soi un véritable mystère. Sur le plan technique, s'ils utilisaient réellement de l'air comprimé à 600 psi pour alimenter cet engin, cela aurait été nettement en avance sur ce que quiconque, y compris la société Whitehead, était réellement capable de faire dans les années 1860. Cependant, selon la Royal Navy, les tests ont révélé que l'appareil était défectueux et incapable d'atteindre sa cible. Ils ont donc refusé de poursuivre les expérimentations. C'était en grande partie la cause principale de la plupart des correspondances ultérieures, car différentes personnes débattaient pour savoir s'ils auraient dû effectuer plus de tests, et bien sûr, les inventeurs contestaient les conclusions de la Royal Navy. En 1868, un certain M. Bram a inventé un dispositif qui ressemblait un peu plus à une torpille à espar, mais sans l'espar. Il s'agissait d'un tube sous-marin qui expulsait une charge explosive en bois et en fer, utilisant de l'air comprimé pour projeter l'engin vers l'extérieur. Mais la charge ne possédait aucun moyen de propulsion propre. Elle parcourait seulement une vingtaine de mètres avant de remonter doucement vers la surface, car elle était légèrement flottante. Maintenant, au mieux, cela signifiait que vous n'aviez pas à vous déplacer avec une longue perche encombrante sur le pont, et l'attaque n'était pas vraiment évidente, mais il y avait quelques inconvénients majeurs. Premièrement, une perche particulièrement longue pouvait toujours avoir une portée supérieure. Et si l'attaquant se déplaçait à une vitesse significative, il y avait de fortes chances qu'une fois que vous l'ayez tiré, vous rattrapiez votre propre arme. Alors qu'au moins, si c'était un explosif au bout d'un bâton, comme avec une perche physique, c'était au moins cette distance fixe par rapport à la charge. Sans surprise, l'amirauté a refusé de tester cette invention en particulier, bien que le concept général réapparaisse plus tard aux États-Unis. Dans une version lancée sous l'eau, propulsée par un vérin lui-même actionné par une charge explosive, et sous la forme d'un obus plongeant de plus de 3 mètres de long, conçu pour être tiré depuis un canon Dahlgren de 15 pouces monté sur le pont. La Grande-Bretagne n'était pas le seul lieu de ces premières tentatives. Aux États-Unis, ainsi qu'au Royaume-Uni, plusieurs tentatives ont été faites pour augmenter la vitesse et la portée des torpilles en utilisant des moteurs fusées sous-marins, une idée qui reviendra assez souvent au cours des décennies suivantes. Mais la plupart des premières inventions de fusées semblent avoir négligé que l'eau est bien plus dense que l'air. Et bien que le modèle d'essai ait été testé, leur vitesse initialement élevée diminuait assez rapidement. Après la brève combustion du moteur, la poussée cessait, limitant trop leur portée pour un usage pratique. Au début des années 1870, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet des essais menés par un certain John Ericsson.
Ayant inventé l'USS Monitor la décennie précédente, il expérimentait désormais ce qu'il appelait une torpille pneumatique. Celle-ci ressemblait à une très grande valise métallique allongée avec quelques hélices montées à l'arrière devant un grand gouvernail. Bien qu'elle transportât une ogive de 400 livres, une charge utile qui ferait pâlir nombre de torpilles du XXe siècle, elle se déplaçait à la surface ou parfois juste en dessous, mais elle était relativement rapide pour les torpilles de l'époque. Certes, cela signifiait une vitesse d'environ 9 à 10 nœuds et elle avait une portée d'environ un demi-mille. Mais pour accomplir cela, elle devait être alimentée en air comprimé qui faisait fonctionner à la fois le moteur et la direction, d'où le terme de torpille pneumatique, à partir d'une source située à terre ou sur un navire lanceur via un long tuyau qui la suivait. Cela signifiait que si vous la lanciez d'un navire, celui-ci devait rester positionné face à la cible pendant que la torpille avançait doucement vers elle. Il s'est avéré qu'en s'éloignant, la traînée du tuyau dans l'eau, surtout en cas de courant transversal, déviait la torpille de sa trajectoire. Au milieu des années 1870, la torpille autopropulsée Whitehead l'avait égalée en vitesse et en portée, tout en étant considérablement plus facile à lancer grâce à sa forme à peu près cylindrique, à son poids un peu plus léger et au fait qu'elle était autonome en ce qui concerne les réservoirs d'air comprimé. Elle pouvait être lancée et vite oubliée, le navire lanceur repartant ensuite à ses occupations. Cela signifiait que, même si la tête explosive de l'engin Ericsson représentait un avantage considérable, étant au moins 5 fois plus puissante que celle d'un Whitehead, voire plus, cet avantage était en grande partie annulé par tous les autres problèmes que je viens de décrire. Un dispositif plus complexe était en quelque sorte le retour de la torpille-fusée sous la forme de ce qu'on pourrait décrire comme un jet ski allongé et sans pilote, avec un moteur fusée fixé à la proue qui évacuait ses gaz d'échappement sous le flotteur, cherchant ainsi à combiner la force de la poussée du moteur fusée. Agissant sur l'eau pour une propulsion accrue et une moindre traînée, l'engin se déplaçait à la surface plutôt que sous l'eau. À l'impact avec la cible, la tête explosive était libérée car elle était fixée à la partie arrière inférieure du projectile pendant le trajet et également reliée à la proue par une chaîne. Une fois l'impact survenu, une petite charge envoyait alors la tête explosive en arc de cercle dans l'eau qui remontait lorsqu'elle atteignait l'extrémité de la chaîne pour frapper le dessous du navire cible. La complexité, la visibilité et le caractère quelque peu non guidé de l'arme ont fait qu'elle est, peut-être heureusement, restée à l'état de projet. Appartiennent également techniquement à cette période les premières versions de la torpille Howell, ou peut-être Howell. Cette arme autoguidée, propulsée par un grand volant d'inertie, finira en fait par entrer en service dans les années 1890 avec la marine américaine, mais sous une forme largement modifiée. Cela comprenait une paire de petites hélices au lieu d'une seule. Mais les premières versions ont expérimenté toutes sortes de dispositions pour le volant d'inertie dès le début des années 1870 en utilisant une seule hélice. Parmi de nombreux autres facteurs appelés à changer, dont sa taille, sa capacité à s'auto-guider a été découverte presque par accident lorsque l'on a remarqué l'effet gyroscopique du grand volant d'inertie et l'alignement a donc été modifié pour fournir la force gyroscopique pertinente dans la direction du déplacement. Toute déviation de trajectoire de la torpille servait alors à corriger les ailerons de guidage. Cela mérite d'être mentionné ici car, bien que la Howell ait finalement été déployée avec succès, son développement initial a duré près de 2 décennies, comme nous l'avons dit, ayant commencé dans les années 1870, et elle a été confrontée à de nombreux échecs. Son adoption finale par la marine américaine fut autant due à la persévérance de Howell qu'à toute autre raison. Un autre nom notable dans les années 1870 était Victor Ernst Rudolf Wilhelm von Schelliha. Peut-être, quoi qu'il en soit, c'était un ingénieur allemand parti aux États-Unis dans les années 1860 pour servir comme ingénieur de combat et naval pour la Confédération, raison pour laquelle la plupart des gens le connaissent. Mais quelque peu indésirable aux États-Unis après la guerre de sécession pour une raison, il s'était installé en Russie un temps. Là-bas, il a inventé une torpille similaire à celle de Whitehead, mais avec un moteur légèrement plus avancé. Et un système de guidage qui serait bien plus familier aux sous-mariniers modernes, un guidage par fil électrique qui actionnait des ailerons de guidage électromagnétique sur le corps de la torpille. La finesse relative des fils par rapport aux conduites d'air comprimé et autres signifiait qu'il y avait peu ou pas de traînée, et l'engin était apparemment capable de parcourir plusieurs milliers de yards.
Cette portée exceptionnelle pour une arme des années 1870 a été rendue possible grâce à une autre de ses inventions, un petit brûleur qui chauffait le réservoir d'air comprimé, lui permettant de maintenir sa pression. Même quand la réserve d'air baissait, la température ne diminuait pas forcément, jusqu'à épuisement de tout l'oxygène de l'arme et de l'air comprimé, ce qui maintiendrait un peu de chaleur résiduelle dans le réservoir d'air comprimé pendant un certain temps. Ce principe général, qui sous diverses formes allait être utilisé dans presque toutes les torpilles du XXe siècle, à l'exception de celles à propulsion électrique, ne serait pas largement adopté par la plupart des marines avant le passage du XIXe au XXe siècle. Alors pourquoi son arme n'a-t-elle pas été adoptée massivement bien plus tôt que la torpille à chauffage, historiquement parlant? Eh bien, il semble que la grande erreur de Chailly ait été la méthode de livraison des explosifs. Au lieu de transporter une grosse ogive à l'avant, il a plutôt fixé plusieurs petites charges explosives flottantes le long du dessus. Son idée était que l'arme, qui à ce stade était devenue une sorte de mini-sous-marin, serait ensuite pilotée sous plusieurs navires ennemis et pourrait les attaquer un par un en larguant ses charges. Mais elle restait sans équipage, pilotée depuis le rivage ou depuis un navire de lancement. Et le niveau de complexité en matière de guidage et de synchronisation nécessaire pour envoyer à l'aveugle des explosifs verticalement à travers une flotte ennemie dépassait franchement les capacités de la technologie de l'époque. Et malgré des tentatives d'amélioration du système de propulsion, sa curieuse réticence à simplement en faire une grosse torpille au lieu d'un engin à charge multiple, le vaisseau mère signifiait la fin inévitable de ses efforts, couplé à la malheureuse décision de proposer son invention à la marine impériale russe, qui lui répondit que, eh bien, puisqu'il n'avait pas de grande fortune pour financer le développement et les essais, s'il leur remettait simplement les plans, il financerait la construction et les tests de la nouvelle arme, puis le paierait une fois l'arme mise en service. Ceux qui connaissent la Russie impériale à la fin de son règne et ses systèmes politiques et militaires ne seront pas surpris qu'il se soit simplement contenté de prendre les plans, de couper pratiquement toute communication avec lui, puis de ne pas comprendre les dessins eux-mêmes et enfin de ne pas le payer pour ceux-ci. Parce que, eh bien, s'il ne pouvait pas les comprendre, il ne pouvait pas les construire. Et il n'allait pas se retourner et demander de l'aide aux gars qu'il venait essentiellement de voler. Mais tout cela signifiait qu'il se retrouvait avec moins que rien et qu'il a fini dans une prison pour dette. D'autres inventeurs russes ont conçu leurs torpilles, mais beaucoup ont aussi subi la corruption qui volait leurs idées ou les sous-payait. Ou ils ont également dû faire face au fait que, dans ce nouveau domaine de l'armement sous-marin, la Russie avait très souvent 5 à 10 ans de retard sur le plan technologique par rapport au reste du monde, ce qui rendait difficile pour eux de rivaliser avec l'option d'importer simplement des torpilles Whitehead. Leur capacité à s'en approcher témoigne en fait de l'innovation de certains concepteurs russes. Mais il y a eu 2 tentatives notables de torpilles inhabituelles développées en Russie. Une torpille fusée à carburant liquide qui a en fait relativement bien fonctionné comme engin rasant la surface en 1879, mais lors des essais sous-marins, il s'est avéré que la torpille ne pouvait pas évacuer la pression. La pression augmentait vite dans un environnement submergé, provoquant une rapide contre-pression interne, ce qui, sans surprise, a provoqué son explosion presque immédiatement après l'allumage de la fusée sous l'eau. L'autre tentative était une arme géante de 6 tonnes et de 39 pouces et demi. Seule la torpille Elmover de la Seconde Guerre mondiale, conçue pour être transportée à l'extérieur d'un sous-marin, l'a surpassée en ambition. Vu la taille des sous-marins de l'époque, on pourrait presque dire qu'ils étaient accrochés à la torpille. Mais avec ses 7 mètres de long, elle était un peu trapue par rapport à ses dimensions et à son poids. Et le moteur à air comprimé avait tout juste assez de puissance pour déplacer l'engin face à de forts courants, tout en étant dévié par ceux-ci. Grâce à sa surface relativement grande, et donc cette idée est rapidement tombée dans l'oubli. Un autre inventeur qui avait parfois une relation tangentielle avec le succès était John Lay aux États-Unis. Il avait connu un certain succès pendant la guerre de sécession avec les torpilles à perche, en collaborant avec William Cushing, qui avait mené une attaque avec des torpilles à perche et réussi à couler le CSS Albemarle, ou peut-être Albemarle. Dans les années 1870, il a inventé ce qui était essentiellement un bateau sans pilote, propulsé par un moteur à acide carbonique et équipé d'une ogive de 500 livres,
Il était guidé par fil sur 2 miles, nécessitant la grosse ogive, parce que, il n'était pas vraiment submersible, puisqu'il naviguait en fait juste à fleur d'eau, ressemblant d'une certaine manière au CSS David de la guerre civile américaine. Il explosait contre la ceinture blindée d'un navire, nécessitant plus de puissance. Quand on lui a fait remarquer que c'était un petit problème, sa première solution n'a pas été de rendre l'engin submersible, mais de rendre la tête explosive détachable, afin qu'en théorie, à l'impact, elle coule un peu avant d'exploser. Bien que cela ait rendu la charge plus létale, cela ne réglait pas le problème de la visibilité de l'engin et des tirs possibles. Il est cependant notable qu'il avait tenté de résoudre un autre problème, celui du moteur à gaz carbonique, qui était utilisé dans un certain nombre de prototypes de torpilles à cette époque. Le moteur à gaz carbonique utilisait de l'eau et de l'acide carbonique pour catalyser la libération de dioxyde de carbone. Et donc, si vous avez été attentif en cours de chimie au lycée, vous réaliserez que cela absorbe beaucoup de chaleur, et donc le moteur avait des problèmes de gel, car la réaction absorbait toute la chaleur autour de lui. En faisant passer le dioxyde de carbone à travers de nombreux petits tuyaux qui étaient en contact avec l'eau entourant l'arme, au lieu de passer par un seul grand tuyau, il espérait utiliser la température légèrement plus élevée, même de l'eau de mer, par rapport à celle du dioxyde de carbone produit afin d'en maintenir la température au-dessus d'un seuil, un point où il commencerait à geler l'humidité latente dans le système, ce qui a eu un certain degré de succès. Mais bien que l'absence de capacité de plongée aurait pu être surmontée avec des conceptions révisées. Acheter 7 ou 8 Whiteheads pour le prix d'une seule torpille moderne rendait cela difficile à justifier dans la plupart des Marines pour des raisons de coût. Cependant, il a persisté à faire évoluer ses conceptions, dont une version semi-submersible a été utilisée en 1879 par les Péruviens, le cuirassé Huáscar, qui avait lui-même récemment été la cible de la première tentative de torpiller un autre navire au combat, mais cette fois, le Huáscar tentait de couler la corvette chilienne Up. Tao. Mais quelque chose est arrivé au fils de commande après le lancement, et la torpille est revenue vers le Huáscar puis a refusé de répondre à toute autre commande. Heureusement, la vitesse de l'arme était encore assez lente, et donc un lieutenant entreprenant a sauté par-dessus bord, a nagé sur une trajectoire d'interception et a réussi à donner un coup de pied à la torpille pour la dévier de sa trajectoire afin qu'elle manque son navire-mère. Un peu plus d'un mois plus tard, le Huáscar fut capturé par les Chiliens. Un an après, un petit navire péruvien tenta encore de couler le cuirassé égaré avec une nouvelle torpille. Pourquoi le Huáscar a-t-il été visé par les premières torpilles? Mais une fois de plus, la torpille a refusé d'obéir aux commandes et est partie dans la nature, même si au moins 7 fois, elle ne s'est pas retournée pour essayer de couler le navire lanceur. Cependant, les essais en Europe des dernières torpilles se sont révélés un peu plus concluants, même si leur grande taille, leur navigation près de la surface et leur lenteur par rapport aux torpilles Whitehead contemporaines ont poussé la plupart des clients potentiels à les considérer davantage comme des armes défensives côtières pour les ports et les forts, plutôt que comme des armes pratiques en mer, où la torpille Whitehead, plus simple, moins chère et plus rapide, restait le choix privilégié. Néanmoins, Ley a continué ses expérimentations, y compris une version dont les hélices étaient encastrées à l'avant de l'engin au lieu de l'arrière, et honnêtement, la taille impressionnante de sa torpille par rapport aux autres torpilles de l'époque a maintenu au moins un certain intérêt chez beaucoup. Il a également introduit un élément chauffant afin que la vitesse de la torpille augmente progressivement de 9 nœuds à 12 nœuds, puis 13, et enfin 15 nœuds. Au milieu des années 1870, diverses tentatives furent faites pour augmenter considérablement la vitesse des torpilles. Maintenant, bien que plusieurs torpilles utilisant des moteurs relativement conventionnels pour l'époque aient réussi à atteindre 25 ou, dans un cas, même 27 nœuds, cela se faisait généralement sur des distances si ridiculement courtes, mesurées en quelques centaines de yards environ, que la machinerie était habituellement réglée pour des vitesses bien plus modestes. Cela garantissait que la torpille visait une cible qui n'était pas déjà proche et à portée d'abordage. Les fusées, cependant, continuaient de refaire surface. Un ecclésiastique britannique a expérimenté en abandonnant complètement l'idée d'une torpille sous-marine et en construisant à la place une petite coque planante équipée d'un moteur fusée, qui reposait sur la capacité, du moins théoriquement, de dépasser 70 nœuds, pour contourner le petit problème d'être très visible et probablement de se faire tirer dessus avec beaucoup d'enthousiasme. Pour une raison inconnue, cela n'a pas dépassé les essais sur petite maquette.
Ce n'était pourtant pas l'idée la plus folle des inventeurs britanniques de l'époque. Comme un certain Lord Milton semble l'avoir fait, comme c'est courant avec les récits de cette époque, les détails restent flous. D'avoir inventé un petit sous-marin monoplace, encore une fois propulsé par de l'air comprimé, avec un énorme projecteur installé à la proue, ainsi que le compartiment du pilote, qui permettait au malheureux pilote de savoir où diriger l'appareil. L'idée était d'éclairer la quille d'un navire sous l'eau. La partie supérieure de la section avant de la coque était alors occupée par un canon revolver à 4 chambres, activé à distance, avec l'objectif apparent de s'approcher de la coque de la cible en avançant, puis de lui tirer dessus à plusieurs reprises. Pour ne pas être en reste dans le domaine des idées farfelues, un certain M. McLean, aux États-Unis, a imaginé quelque chose qui ressemble davantage à un vaisseau spatial de l'époque victorienne qu'à autre chose. L'idée semblait être de créer une structure portant une paire de torpilles basiques avec des réservoirs supplémentaires sur chaque corps principal pour augmenter la portée et peut-être contrôler la flottabilité. Chaque arme était équipée à l'avant d'une grosse charge explosive à retardement montée sur une perche et l'ensemble, ne disposant d'aucun autre système de maintien en profondeur, était suspendu à plusieurs flotteurs. On n'a jamais vraiment expliqué pourquoi un retardateur avait été utilisé au lieu d'un détonateur à contact, surtout puisque l'un des objectifs apparents de cette invention farfelue était l'efficacité économique. Mais pour ne pas être en reste, un Français nommé Guillaume Gies, je crois, a essayé de construire une torpille à propulsion par fusée. La voilà de nouveau, sauf que celle-ci avait à l'avant un harpon dentelé plutôt séduisant pour s'assurer qu'il s'ancre correctement dans la cible. Et bien que, là encore, l'explication soit quelque peu floue, il semble soit avoir inventé une charge creuse, soit avoir cru l'avoir fait. En montant une ogive juste derrière la torpille, le harpon la ferait traverser le navire ennemi. Comme le précise le brevet, la pointe de la lance peut être réalisée en allumant la charge explosive. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Passons aux années 1880, et la torpille Paulson est surtout remarquable pour sa première utilisation d'un hydrogène qui était préchargé avant le lancement, avec de l'eau surchauffée qui était ensuite laissée se vaporiser instantanément, dont la pression servait alors à entraîner une turbine enfermée qui aspirait l'eau à l'avant pour la rejeter à grande vitesse à l'arrière. Elle avait un chauffage intégré pour garder la vapeur à température. Comparé à la torpille Hall similaire, qui était uniquement chargée à partir des chaudières du navire lanceur et utilisait une paire d'ailes déployables activées par un système d'équilibrage pour empêcher l'arme de rouler. Celle-ci se repliait ou se déployait hors de la torpille en fonction de son inclinaison, ce qui donnait à l'ensemble un aspect de F-14 ou de tornado sous-marin, mais comme l'avion de chasse, pas le phénomène météorologique. Un autre dispositif était la torpille Berdan, appelée BERDAN, qui fut proposée aux Ottomans par un autre inventeur issu de la guerre de sécession américaine. Celle-ci proposait une arme massive de 30 pieds de long voire plus, propulsée par les gaz produits par la combustion de la poudre à canon, ou peut-être une fusée utilisant de la poudre à canon. Encore une fois, les détails sont quelque peu flous, mais dans tous les cas, celle-ci se déplaçait à la surface, guidée simplement par un câble. Avec une particularité, si elle rencontrait des filets anti-torpilles, qui étaient alors en cours de développement, elle exploserait, laissant un trou dans le filet qui serait ensuite exploité par une seconde torpille plus petite qu'elle remorquait derrière elle et qui pourrait donc également exploiter toute brèche dans la coque d'un navire si la torpille principale ne rencontrait pas de tels filets anti-torpilles sur son trajet. Les tentatives d'affiner l'idée face à l'amélioration des filets anti-torpilles ont seulement rendu les descriptions plus confuses. Ne se laissant pas décourager après l'échec de ce projet, un certain Burden proposa ensuite un canon sous-marin de calibre 24 pouces comme alternative, avec à peu près autant de succès. Cette décennie a également vu diverses propositions de torpilles, certaines désespérément dépassées et d'autres étonnamment novatrices, mais la plupart n'ont abouti à rien, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre. Cela comprenait l'idée d'un petit flotteur avec une paire de fusées fixées à l'arrière et une torpille à perche attachée à l'avant, prévu pour être lancé contre l'ennemi comme un chevalier en joute. Bien que l'inventeur ait admis que la propulsion à double fusée laissait la trajectoire à chaque lancement quelque peu à la merci du destin et des divinités cruelles. Il existait aussi une proposition de torpille à propulsion électrique utilisant des condensateurs ou accumulateurs, comme on les appelait alors. Pour accumuler assez d'énergie à décharger ensuite un par un dans un moteur électrique, les lignes de contrôle servaient aussi de câbles d'alimentation reliés à une station à terre ou à un navire lanceur.
ce qui pouvait alors être utilisé pour contrôler à la fois sa direction et potentiellement aussi accumuler la charge dans les condensateurs ou les accumulateurs au fur et à mesure de son déplacement. À la fin des années 1880, la torpille Neely a été proposée. Cela abandonnait l'idée d'une hélice séparée et fixait à la place une lame de vis continue au corps de la torpille, puis attachait directement le moteur à ce même corps de torpille, de sorte que toute la coque extérieure de la torpille tournait, la lame de vis agissant alors comme une grande hélice assez longue. Un autre ecclésiastique britannique, je ne comprends pas leur obsession pour l'armement sous-marin chez les ministres de l'Église d'Angleterre, je ne suis pas certain, mais à ce stade, il a proposé une torpille de sauvetage dans laquelle il a remplacé la tête explosive par une longue ligne munie de flotteurs, un peu de nourriture, de l'eau et divers autres équipements de sécurité. Il contrôlait ensuite tout via des câbles depuis la plateforme de lancement située à terre ou sur un autre navire. Il a alors suggéré de lancer cette torpille sur des navires naufragés trop dangereux à approcher avec des canaux de sauvetage ou autres moyens, probablement en partant du principe qu'un navire déjà naufragé ne peut pas être davantage détruit. Si vous tirez des torpilles dessus, l'idée étant évidemment que lorsque la torpille frappe et reste coincée dans la coque, à ce qui tient lieu de ligne de flottaison. À ce moment-là, les survivants du navire en question pourraient alors descendre, l'ouvrir et récupérer les provisions. On peut supposer que les câbles de commande permettraient également au navire de contrôle ou à la station côtière de ramener la ligne intégrée à la torpille une fois qu'elle a été fixée et ainsi de ramener les personnes en lieu sûr. Thorsten Nordenfelt avait aussi une idée pour une torpille lorsqu'il n'inventait pas des canons automatiques à tir multiples. Dans son cas, il s'agissait d'une arme très finement calibrée de 29 pouces de diamètre, remplie de batteries qui fourniraient la puissance de propulsion. L'étalonnage était censé être si précis que la torpille était juste légèrement positive en flottabilité, à tel point que la marge était extrêmement fine. Voilà, une nageoire en bois, semblable à celle d'un requin, pouvait alors être fixée. Cela rendait l'arme légèrement négative en flottabilité, forçant ainsi la torpille à plonger sous l'eau. Mais bien sûr, comme la nageoire en bois était elle-même flottante, à un certain moment, elle atteindrait la flottabilité neutre et la partie supérieure de la nageoire resterait à la surface, offrant ainsi un petit repère pour l'opérateur de guidage puisque c'était un dispositif guidé par fil. Le coût de construction de cette arme, ajouté aux difficultés à empêcher les batteries de fuir ou tomber en panne pendant un long stockage, a posé problème. De plus, la découverte que différentes zones de l'océan ont des densités différentes, ce qui peut en réalité affecter une arme aussi finement équilibrée. Ce qui signifiait que, bien que prometteuse lors des essais, la torpille à batterie ne serait réellement déployée que pendant la Seconde Guerre mondiale, au combat. Et cela nous amène aux années 1890, moment où la technologie des torpilles commençait à se répandre largement. Assez pour que la plupart des variantes de conception farfelues présentées ici commencent malheureusement à disparaître. Et à la place, de nouvelles idées farfelues et discutables ont été inventées pour rapprocher une torpille de la cible. Comme de grandes catapultes ou des planeurs combinés à des catapultes, ainsi que des idées intéressantes sur la nature de la tête explosive. Donc, si vous souhaitez entendre parler de ces idées à l'avenir, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des commentaires ou des idées de navires à analyser, dites-le nous en commentaire. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.